Soyez les bienvenus sur l'antenne de Sud Radio. Très heureux de vous accompagner pour les 3 prochaines heures. 3 heures de conversation, de discussion, de débat. Avec vous, toujours, amis auditeurs, 0826 300 300, le site sudradio.fr, les réseaux sociaux, ainsi, bien sûr, que l'application Sud Radio. De quoi qu'on va causer, comme dirait l'autre, à partir de midi, on va se poser la question avec la succession d'affaires judiciaires, quand même aussi de retournements, quand on voit ce qui s'est passé dans l'affaire Liana, quand on voit ce qui va se passer dans quelques heures, 3 heures exactement, avec le procès de Marine Le Pen et ce risque d'inéligibilité. Et quand on voit la conférence de presse hier dans l'affaire Jubilard, est-ce qu'on assiste à la fameuse justice spectacle? On se posera la question à partir de midi et vous pourrez bien sûr réagir, interpeller nos débatteurs au 0826 300 300. Dans nos débats, 730 000 élèves attendent les résultats du bac. Je suis sûr que ça ravive chez vous quelques souvenirs. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a affaire à une génération d'illettrés? Parce que rappelez-vous, il y a un ministre de l'Éducation nationale qui avait dit hop, c'est terminé les erreurs dans les copies. Ah bon? Parce qu'il n'y a pas eu de consigne écrite. Résultat, on sent bien que le pied n'a pas tellement été mis sur l'accélérateur des corrections orthographiques. Bac, génération d'illettrés à venir. Vous en discuterez, vous participerez à la conversation là aussi au 0826 300 300 à l'Assemblée nationale. Alors qu'on dit depuis quelques mois qu'il ne s'y passe plus rien, détrompez-vous. La légitime défense des policiers, c'est le terme un peu facile pour qualifier qu'une loi est en train d'être débattue, va être débattue dans les prochains jours, où ça va donner d'une certaine manière le droit d'abord aux policiers de ne pas justifier l'utilisation de leurs armes. On vous expliquera tout dans une dizaine de minutes avec maître Franck Liénard. Mais l'idée, c'est que beaucoup d'associations reprochent déjà l'instauration d'un permis de tuer. Rien que ça. Est-ce que c'est ce qu'on est en train d'instaurer? Là aussi, 0826 300 300. Et bien évidemment, l'actualité du jour qui est judiciaire et politique, c'est la décision de Marine Le Pen. Ce sera à partir de 13h. Est-ce que les juges peuvent prendre une bonne décision? Ils confirment la condamnation. Ils seront responsables d'avoir pénalisé celle qui est favorite dans les sondages. Ils adoucissent la peine. Ils seront accusés d'avoir en réalité laissé passer une certaine forme de délinquance en col blanc. Vous avez le programme. Et là, tout de suite, petite question, interrogation sur l'actualité du jour. Les débats de l'été Sud Radio. Et l'actualité du jour, c'est d'abord, bien sûr, ces incendies qui continuent à faire des ravages. 61 départements qui sont placés en vigilance orange canicule depuis le début de la saison. C'est près de 14 500 hectares qui ont déjà brûlé. Et les chiffres sont sidérants parce que c'est 3 fois plus qu'à la même période l'an dernier. Et bien sûr, ici à Sud Radio, nous avons toujours un focus dans ce qui se passe du côté des Pyrénées-Orientales avec l'incendie de Trévillac, qui est le plus important de ce début d'été, avec déjà 4 900 hectares parcourus par les flammes et plus de 12 000 personnes évacuées. Et au milieu toujours de ces incendies, une question, une préoccupation, c'est ces terrains forestiers où on ne cesse de nous dire depuis plusieurs jours qu'ils sont en réalité pas suffisamment aux normes alors qu'ils pourraient être de merveilleux ralentisseurs naturels. Et pour en parler, on est avec vous, Antoine Damécourt, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président justement de Francilva, c'est la fédération des syndicats de forestiers privés de France. Et c'est intéressant de discuter avec vous ce matin parce que ça représente en réalité 75% de ce qu'on appelle les terrains boisés en France. D'abord, peut-être un mot quand vous observez ces incendies qui font des ravages, ces flammes spectaculaires. Une réaction, c'était prévisible, il va falloir s'y habituer, ce n'est plus surprenant. Alors d'abord, Francilva est très solidaire de tous les gens qui sont impactés par ces incendies, que ce soit les gens qui voient leur maison brûler ou les propriétaires qui voient leur forêt brûler. Donc oui, c'est très impactant. Alors moi, j'ai un petit coup de gueule à donner, c'est-à-dire que ça fait quand même, que c'est très répétitif, tous les ans, plus ou moins, mais en 2022, on avait proposé des choses importantes, en particulier que en France, comme en Belgique ou en Allemagne ou en Pologne, il y ait l'obligation d'avoir des extincteurs dans les voitures. La majorité des feux, 90% des départs de feu, sont dus à des activités humaines et beaucoup de mégots, de barbecue. Mais les mégots en bord de route, il faut que les gens soient conscients et je vous fais confiance à la presse pour rabâcher ça. On balance pas un mégot en bord de route. Moi, je suis maire d'une commune rurale, il y en a eu un incendie la semaine dernière de chaume de blé, c'était pas de la forêt, mais s'il y avait eu de la forêt, ça aurait fait pareil. Parce que quelqu'un a balancé un mégot sur le bord de la route. Donc, il faut absolument que cette prévention soit prise en main par les pouvoirs publics. Et dans les décisions très concrètes, même si on aura l'occasion notamment de revenir sur ces fameux terrains boisés qui, au bout d'un moment, justement, à cause des répétitions, font débat, vous dites, il y a quelque chose de très simple, c'est quoi? Une obligation, vraiment, pour la plupart des gens en voiture, peut-être même pour tous les véhicules, d'avoir un extincteur sous le siège ou un mini-extincteur dans la porte arrière. Bien sûr. Ça coûte pas cher et ça rapporte très gros parce que tout incendie, avant d'aller faire la guerre contre le feu, ce qu'il faut c'est éviter la guerre, donc c'est la paix. Moi je suis pour la paix et on a des moyens pour faire la paix avant d'être en guerre.
Donc je comprends pas pourquoi les pouvoirs publics ne prennent pas ça en main. Parce que c'est tous les ans l'été qu'on en parle, mais il faudrait en parler toute l'année. Et nous, toute l'année, on est contraints aujourd'hui dans la gestion. Là, j'entends dire, c'est parce que la forêt est pas gérée. Mais oui, mais nous, quand on gère nos forêts, de plus en plus, on nous met dans des injonctions contradictoires qui sont que, voilà, on ne peut pas travailler en forêt du mois de mars, du 15 mars au 15 août, parce qu'on détruirait l'habitat potentiel d'une alors espèce justement, protégée. ça on va y venir parce que la forêt c'est le sujet principal et c'est la raison pour laquelle avec les équipes on avait envie de vous interroger en rappelant, Antoine Damécourt, vous êtes le président de France Sylva, la fédération des syndicats de forestiers privés de France. Ça représente, je le répète parce que le chiffre est considérable, 75% des terrains boisés de France. On dit et on entend de plus en plus que la France se prépare mal à ces incendies, notamment à cause de ces fameuses politiques publiques, parce que, en quelques mots, on aurait du mal à préparer nos forêts à ces incendies. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Oui, parce que c'est 3 500 000 familles de propriétaires, cette forêt privée. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, pour des raisons de biodiversité, on le voit dans la région qui brûle en ce moment, pour protéger la tortue d'Herdman, on a dit il ne faut pas faire de broyage, il ne faut pas faire de travaux en forêt. Mais une fois que ça brûle, quand on a plus de 14 000 hectares qui sont brûlés, les tortues, il n'y en a plus du tout. Ouais. Donc il faut savoir à un moment de se dire, c'est vrai que quand on fait des travaux en forêt, on peut impacter une partie de la biodiversité. Mais il faut avoir ça d'une façon beaucoup plus large et se dire que si elle brûle, pour le coup, c'est toute la biodiversité qui disparaît. Donc, en réalité, ce que vous nous dites aussi, c'est qu'il y a presque maintenant de l'idéologie quand on parle de la forêt, entre les protecteurs, peut-être un poil excessif dans la protection des espèces, même si c'est un combat très important, et ceux plus pragmatiques, qui connaissent aussi leur sujet, mais qui sont empêchés d'agir à cause de fameuses injonctions écologiques. Donc quoi, la réalité, la forêt, c'est devenu un domaine idéologique maintenant ? Oui, la forêt, elle se passe de génération en génération, on se passe le flambeau. Et 80% de la biodiversité terrestre est en forêt. C'est bien la preuve que les forestiers ont fait ce qu'il fallait faire, ne serait-ce que par la diversité des propriétaires forestiers. Et ces injonctions, c'est de gens qui ont des grandes théories et qui veulent expliquer comment il faut faire. Mais ils se rendent pas compte qu'en mettant la forêt sous cloche, dans certains cas, c'est ce qu'ils veulent faire, ce sera pire que tout. La forêt, elle doit être gérée. On a des entrepreneurs de travaux forestiers qui, aujourd'hui, sont des gens très utiles. Il faut pas avoir des injonctions comme ça. Et comment on explique, si vous voulez, aussi cette idée de plus en plus qu'on peut entendre sur certaines ondes, sur les plateaux de télévision. On entend dire que la forêt française, faut la laisser vivre parce qu'elle n'a pas été construite, je le mets entre guillemets, par l'homme. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Mais bien sûr que si, qu'elle est construite par l'homme. Et pourquoi ? Parce que l'homme a besoin de bois pour se chauffer, pour construire, etc. Et c'est le meilleur des matériaux de construction, le bois. Donc, elle a toujours été dessinée par l'homme. Elle a toujours été construite par l'homme et elle était beaucoup plus vouée à l'énergie, puisque c'est le début de l'industrialisation, le bois énergie, avant les énergies fossiles. Donc aujourd'hui, on produit du bois d'œuvre et du beau bois d'œuvre que nos consommateurs veulent, puisqu'ils veulent du bois dans la maison. Antoine Damécourt continue à tirer le fil de ce que beaucoup répètent en disant que les forêts ne sont pas suffisamment préparées et surtout que des politiques publiques en France empêchent que les forêts ou ces terrains soient particulièrement préparés au risque d'incendie. On parle des fameuses obligations légales de débroussaillement. Et là, on découvre, notamment quand on se plonge dans quelques rapports du Sénat, notamment un en 2022, qu'il y a seulement 30% de ces terrains qui respectent justement les obligations qui sont préconisées pour éviter les incendies. Qu'est-ce qu'on fait face à ce chiffre ? Parce que 30%, là, j'ose imaginer ce qu'on aurait pu éviter avec un chiffre beaucoup plus élevé. Oui, mais ces obligations légales, ça oblige les gens à débroussailler autour de chez eux, même si c'est pas chez eux. 50 mètres autour de leur maison. Mais on va tomber dans l'injonction contradictoire de dire qu'il ne faut pas, entre le 15 mars et le 15 août, débroussailler parce que c'est l'habitat potentiel d'une espèce protégée. Donc on ne peut pas nous dire, vous n'avez pas le droit d'intervenir dans vos forêts de telle date à telle date, et puis dès que ça brûle l'été, c'est à cause des propriétaires qui ne gèrent pas leur forêt. Et à un moment donné, on a toujours... Sauf qu'au bout d'un moment, il y a des responsables, il y a des propriétaires de terrain. Si à un moment la colère gronde, ça veut dire quoi ? C'est le maire qui sera responsable ? C'est le maire qui sera responsable et qui doit faire respecter les OLD. Mais les OLD, c'est quand même pas complètement simple, parce que un propriétaire, naturellement, se dit, je vais pas aller gyrobroyer et dégager chez mon voisin. Mais dans l'urbanisme aussi, on peut pas aujourd'hui laisser construire des maisons contre la forêt sans qu'il y ait une voirie d'accès aux pompiers entre la forêt et la maison. Parce que c'est très bien d'avoir une maison qui donne sur la forêt. Mais le jour où ça brûle, c'est beaucoup moins drôle. Et parce que dans l'urbanisme, on n'a pas prévu ce qu'il fallait non plus. Donc il faut vraiment que l'État prenne en main. Il y a des solutions qui aménageront les choses pour l'avenir. Il faut les mettre en œuvre. Mais vous faites peut-être aussi partie des personnalités qui s'expriment publiquement, Antoine Damécourt, qui seraient pour interdire certains terrains. Bon, alors ça se fait déjà, mais peut-être de manière beaucoup plus importante dans certains coins qui ont l'habitude d'être en proie à des incendies.
Ben non, mais ce qu'il faut, c'est en amont. Je veux dire, là, on parle de méga-feux et comment on fait pour éteindre les méga-feux. Il y a plein de choses à faire en amont, même sur l'eau. Aujourd'hui, l'eau devient chère, il faut aménager les plans d'eau en forêt, les rivières, des accès aux pompiers. On ne pourra pas prendre indéfiniment de l'eau potable qui a été rendue potable à vif coup pour éteindre des incendies. Donc il faut absolument aussi que ça, on le voit, et c'est au pouvoir public de le faire. Le président de la République, après, parce que derrière ces incendies, les propriétaires, comment ils font pour renouveler la forêt, pour que la forêt refixe du carbone et qu'elle revive? Le président de la République avait dit, je veux voir planter 1 milliard d'arbres. Et là, on avait donc un fonds qui servait à ça, qui a servi pour les incendies de l'année dernière. Qui s'appelait le Fonds pour le renouvellement forestier, qui était d'un fonds de près de 70 millions d'euros. Une coquette somme, comme dirait l'autre. Voilà. Et bien, et donc là, il y avait un guichet, et Madame Barbu a fermé le fonds il y a 15 jours, sans crier égard. Un mercredi, on a appris que c'était fini. Comment on l'explique? Donc elle respecte pas les décisions du président de la République et du gouvernement. Donc je sais pas comment ça fonctionne. Vous avez eu des échanges avec elle pour justifier cette fermeture de fonds ou pas du tout? Oui, mais elle dit que c'est normal parce que le budget de l'État le permet pas. Mais comment on va faire pour reconstituer toutes ces parcelles qui ont brûlé les dernières années? Parce surtout que 70 millions, ça semble quand même assez peu élevé par rapport à ce que ça nous permettrait d'éviter. Oui, mais au départ, c'était 150 millions le programme. C'est sur cette année, sur un budget restreint, on a bien compris que le budget de l'État était compliqué. On avait atterri à 70 millions. Et là, du jour au lendemain, on le ferme. C'est-à-dire que nos producteurs, nos pépiniéristes ont mis en culture des plants qui vont pas être utilisés, parce que s'il n'y a pas les fonds, quand votre forêt a brûlé, ou quand votre forêt meurt à cause du règlement climatique, si vous n'avez pas d'aide pour vous aider à tourner à l'état boisé au renouvellement, ça va être compliqué. Donc là, c'est du coup par coup. Et la forêt, c'est un travail de génération en génération, elle peut pas, il y a de l'inertie, elle peut pas accepter le coup par coup. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on doit anticiper, c'est visiblement pas ce qu'il n'est fait, pas ce qui est fait en ce moment. Merci beaucoup Antoine Damicourt d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour parler de ce sujet qui va faire, on n'en doute pas, la une de l'actualité pendant encore plusieurs jours et sans aucun doute dans les prochains mois. Et bon courage donc pour ces terrains boisés dont il va quand même falloir s'occuper avec ou sans incendie dans les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle donc président de France-Sylva, qui est la fédération des syndicats de forestiers privés de France. Très belle journée à vous dans un instant sur Sud Radio. Deuxième fait d'actualité sur lequel on voulait revenir en ce début de matinée, la présomption de légitime défense. Alors attention, ça ne s'appelle plus comme ça, mais ça s'appelle la présomption de l'usage légitime de l'arme. Nouvelle loi pour, disent ses défenseurs, améliorer les policiers ou la façon que les policiers auraient d'agir sur le terrain. On va essayer de comprendre le vrai du faux avec maître Laurent Franclinard, qui est l'avocat spécialiste dans la défense des forces de l'ordre. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vraiment. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. On est ensemble jusqu'à 13h, amis de Sud Radio, et on va s'intéresser à ce deuxième fait du jour qu'on veut mettre en avant ce matin, qui est ce qu'on a rapidement appelé, qu'on en appelle peut-être encore un peu trop rapidement dans les médias, la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. En réalité, cela s'appelle la présomption de l'usage légitime de l'arme. L'idée, c'est une loi qui va être débattue à l'Assemblée nationale dans les prochaines heures. L'idée est donc de beaucoup mieux protéger les policiers, et on avait envie de démêler le vrai du faux sur cette loi, parce que beaucoup d'associations dénoncent déjà un risque de permis de tuer pour les forces de l'ordre. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Élément de réponse avec maître Laurent Franclinard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes avocat, spécialiste dans la défense des forces de l'ordre, pardonnez-moi. Peut-être pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce qui est aujourd'hui défini dans le cadre de la loi et qu'est-ce qui changerait avec cette fameuse, non pas présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, mais qu'est-ce qui changerait avec cette fameuse présomption de l'usage légitime de l'arme, maître? Alors, l'intention est louable, évidemment, mais la manière de faire est complètement erronée. Qu'est-ce que fait cette loi? Elle rappelle deux principes qui sont d'abord le principe de la présomption d'innocence, ça existe depuis toujours dans notre droit, et elle rappelle le principe de l'autorisation de la loi par les forces de l'ordre d'exercer la force. Ce qu'on appelle simplement la force, l'usage de la force légitime, c'est ça, hein? Légitime, voilà. Les policiers et les gendarmes ont le droit d'exercer la force, et donc, quand ils exercent la force, comme c'est une autorisation de la loi, ils sont présumés le faire bien. Et donc, ce projet de loi ne sert rigoureusement à rien.
il ne fait que rappeler des principes qui existent déjà. La difficulté et le constat que l'on fait, c'est le traitement judiciaire des policiers qui est extrêmement sévère. Les policiers ne sont pas traités comme les autres, ils sont traités avec une présomption de culpabilité. Ils sont placés en garde à vue alors qu'ils exercent la force dans le cadre de leurs dispositions légales. Ils se retrouvent à dormir en geôle parce qu'ils ont procédé à une interpellation. Et aujourd'hui, on a une justice qui s'est radicalisée. Et ce projet de loi ne sert qu'à essayer de contraindre les juges à respecter la loi. Mais c'est pas avec avec une nouvelle loi qu'on va le faire. Les juges aujourd'hui ont une position qui est radicale contre la police. Et si on proclame qu'on donne de nouveaux droits aux policiers, ça ne va faire que augmenter la radicalité chez les magistrats. Ce qui veut dire, maître, pardonnez-moi, qu'on comprenne après cette explication, qu'on comprenne que vous, maître Laurent Franck-Lénard, habitué des plateaux, vous avez toujours été l'avocat, je ne sais pas si ça résume entièrement votre carrière, mais en tout cas des forces de l'ordre qui étaient souvent mises en cause, spécialiste dans la défense des membres de forces de l'ordre. Ça veut dire que vous êtes pour ou contre cet arrangement de la loi, cette modification de la loi? Alors moi, ça fait 35 ans que je défends des policiers et que des policiers et des gendarmes. Donc on peut pas me soupçonner de partialité d'un côté, enfin du côté des associations droits de l'homiste, etc. Moi, je suis pour les policiers et je dis surtout pas une nouvelle loi, surtout pas. Qu'est-ce qu'on a fait en 2017 ? On a créé un régime global, général entre les policiers et les gendarmes. On a harmonisé le droit de l'usage des armes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je l'ai dit au Sénat, j'ai dit vous aurez des policiers en prison. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a acheté les policiers en prison. Et aujourd'hui, on nous dit c'est normal qu'un policier parte en prison quand il fait usage de son arme. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va essayer d'aller dans le sens policier par la loi, les magistrats vont être plus répressifs à l'égard des policiers. Donc c'est pas justement du tout la bonne manière de faire. Justement parce qu'ils partiront du principe qu'on a essayé de les protéger davantage dans la législation. Parce que c'est une institution qui ne supporte pas la contrainte. C'est une institution qui est déresponsabilisée, qui est politisée, déresponsabilisée et qui ne supporte pas la contrainte. On l'a vu avec les peines planchées de Nicolas Sarkozy. Il s'est pris un mur. Et on n'imagine pas la force du pouvoir judiciaire aujourd'hui. Moi, j'ai parlé, quand j'étais un peu énervé, de dictature judiciaire. Mais on est un peu là-dedans. On est un peu là-dedans parce que au quotidien, les policiers et les gendarmes reçoivent des décisions qui sont des décisions qui n'ont pas de sens juridique, mais qui visent à les sanctionner de plus en plus et de plus en plus fort. Maître Laurent Franck-Lénard, avocat spécialiste dans la défense des membres des forces de l'ordre, les opposants au texte, vous en avez parlé rapidement au début de notre conversation, parlent, eux, carrément d'un permis de tuer. Comment on justifie une critique aussi acerbe ? Ils parlent d'un permis de tuer pour tout, ils ont parlé du permis de tuer pour 2017, ils proclament tout le temps que la police tue, en oubliant que quand un policier ouvre le feu sur quelqu'un, c'est que ce quelqu'un est en train de mettre gravement en danger la vie des autres. Voilà, c'est toujours ce même prisme. Et notre souci, c'est ça, c'est que nous n'avons pas de débat. Nous avons des proclamations de part et d'autre. Nous avons les policiers, enfin les syndicats de police qui disent présomption de légitime défense, et puis nous avons les associations de l'autre côté qui disent permis de tuer. Et personne se met à la table, autour de la table, en disant mais qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on attend de la police ? Est-ce qu'on attend que la police soit en capacité d'exercer la force ? Et alors, je vous pose la question, maître, qu'est-ce qu'on veut alors ? Oui. Qu'est-ce qu'on veut ? Pour nos policiers, pour nos forces de l'ordre, parce que, à part peut-être quelques exceptions, je pense que la majorité de la population française, tous ceux qui vous écoutent actuellement, sont pour dire que si les policiers, les gendarmes ne sont pas suffisamment protégés, notamment dans le cadre de leur profession, il faut mieux les protéger. Donc qu'est-ce qu'on veut ? Alors, ce n'est pas par la loi qu'on y arrivera. Si on veut mieux protéger les policiers, à mon avis, d'abord, il faut réformer profondément le recrutement des magistrats. Parce que les magistrats aujourd'hui sont recrutés à 25 ans. Déjà, quand on a 25 ans et qu'on veut juger les autres, c'est que ça va pas très bien. Ensuite, ils passent par une école qui est une école à laver les cerveaux, qui s'appelle l'ENM, dans laquelle la politisation est excessive, et on débouche sur cette espèce d'institution, ce monstre froid qui est chargé de juger les gens et qui ne répond jamais de ses actes. Donc changeons le paradigme, changeons le mode de recrutement des magistrats, de ceux qui nous jugent. Première chose, à mon avis. Et puis deuxième chose, c'est la première chose. Je note. La deuxième. Ouvrons le débat.
Ouvrons le débat public, demandons au peuple qu'est-ce qu'il attend de sa police, est-ce qu'il veut que la police soit en capacité d'exercer la force ou pas, et s'il veut que la police soit en capacité d'exercer la force, eh bien il faut un contre-pouvoir à ces magistrats. Et aujourd'hui on ne l'a pas. Et c'est pour ça que moi qui vois ces juges tous les jours, hein, je défends des policiers, des gendarmes tous les jours, 2 fois par jour. Donc je vous dis aujourd'hui, j'ai l'impression de défendre des délinquants tellement je suis mal reçu. J'ai l'impression de défendre des violeurs. Quand j'arrive et que je défends un policier qui a exercé la force et qui a fait une manœuvre de contrainte, qui a passé un monotage, le juge devant lequel je plaide me regarde comme si je défendais un violeur. Et ça ne va pas. Maître, bien sûr, vous avez raison. Vous avez raison. Et on a vu dans l'actualité beaucoup qui étaient en effet pointés du doigt. Mais permettez-moi de faire aussi le contradictoire dans notre échange de beaucoup qui disent, mais par exemple, tiens, les gilets jaunes, on s'en souvient, il y a des policiers, pas la majorité du genre pour reprendre l'expression d'Audiard, mais enfin, il y a des policiers aussi qui agissent comme des cow-boys. Et la plupart du temps, via des mécanismes d'institution, via un phénomène médiatique, via parfois des coulisses qu'on a du mal à comprendre, eh ben, ils ne sont pas toujours condamnés. Et il y en a qui agissent comme des cow-boys, ils se croient dans le Far West avec leurs armes et leur façon d'agir, et ils ne sont pas condamnés. Absolument, absolument. C'est un phénomène qu'on a bien diagnostiqué quand on y réfléchit un peu, hein, quand on veut bien se poser et y réfléchir. C'est que le policier qui tous les jours a l'impression de remplir le tonneau des Danaïdes, vous savez, il fait de l'interpellation en matière de stupéfiants et puis il y a toujours plus de stupéfiants. Il fait de la mise à disposition, il amène les gens au tribunal et puis ces gens ressortent et recommencent tout le temps. Et ce policier qui est désabusé, maintenant il endosse pour certains. Ils endossent leur cape de justicier. Et ils disent, comme ça ne marche pas avec le jeu des institutions, je vais le faire à ma manière. Je vais le faire à ma manière et je vais frapper les gens. Et ça, c'est la dérive que l'on obtient en ayant en ayant laissé passer tout ce qu'on a laissé passer. Mais il faudrait pas non plus laisser passer ces dérives non plus maintenant, maître. Eh bien non, bien évidemment, il faut pouvoir les sanctionner. Alors, je vous rassure, les gilets jaunes, ça a été très long parce que il y avait des images, mais des images de rien ne ressemble plus à un policier casqué qu'un policier casqué. Mais finalement, on a réussi à identifier énormément de gens. Tous ces gens sont passés au tribunal et tous ont été condamnés. Enfin tous, la grande majorité. C'est-à-dire que les condamnations, elles ont été systématiques. Et surtout, elles ont existé par rapport à ce qu'on a pu entendre ici et là. Encore une dernière question qui est peut-être un peu plus politique, mais Laurent Franck-Lénard, mais j'aimerais votre opinion là-dessus. C'est Laurent Nunez, qui est ministre de l'Intérieur actuellement, qui a apporté son soutien, le soutien du gouvernement, donc à cette loi portée par un député LR qui s'appelle Éric Pauget. Comment vous expliquez, après la démonstration que vous venez de faire durant cette discussion, qu'un ministre, disons, aussi technique que lui, qui connaît parfaitement les rouages normalement des différentes institutions, se soit laissé embarquer dans un piège comme ça avec ce que vous dénoncez vous, c'est-à-dire une loi inutile qui risque peut-être même davantage de mettre une cible judiciaire dans le dos des policiers plutôt que de leur apporter une véritable pratique et une véritable utilité sur le terrain? Le problème, c'est que comme l'intention est louable, on ne peut pas s'y opposer. Si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que vous êtes en faveur de cette loi ou en défaveur de cette loi, je vous dis techniquement, je suis en défaveur de cette loi parce que je pense que c'est une bêtise. Mais sur le principe, évidemment, l'intention est louable. Évidemment, il faut mieux protéger nos policiers, évidemment. Et donc, Monsieur Nunez, ministre de l'Intérieur, et en plus un grand monsieur, quelqu'un qui a la vraie expérience, connaisseur d'institution, comme on dit. Il est très difficile pour lui d'essayer d'expliquer que finalement c'est une mauvaise idée. Donc il est obligé de se rallier. Et je pense que tout le monde devrait se rallier à un principe selon lequel il faut mieux protéger nos policiers. Mais une fois qu'on se rallie au principe, il faut faire attention aux modalités d'application de ce principe. Et surtout à la technicité, où on voit bien que dans cette loi, et vous l'avez fait la parfaite démonstration en tant qu'avocat notamment, votre plaidoirie était impeccable, mec, au début de cette conversation, sur la prudence, on va dire, qu'on devait utiliser vis-à-vis de cette loi qui sera discutée donc à l'Assemblée nationale et de laquelle on débattra dans la prochaine demi-heure avec nos éditorialistes, bien sûr, concernant cette fameuse présomption de l'usage légitime de l'arme. Merci beaucoup, maître Laurent Franck-Lénard, d'avoir été avec nous, avocat spécialiste donc dans la défense de membres des forces de l'ordre, justement sur cette loi débattue et où il était important de peser le pour et le contre. Et c'est aussi intéressant d'entendre vos arguments, vous, où ça fait quand même 35 ans que vous défendez nos forces de l'ordre, et mettre, on va dire, à minima de la prudence sur ce texte qui, même si l'intention est louable, on sent bien que derrière, sur le terrain, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, et pour les policiers, et pour les gendarmes, et surtout vis-à-vis de leur rapport à la justice. On en reparlera dans l'émission dans un instant.